Ce soir à l'émission, 18 logements pour personnes en difficulté sont inaugurés à Saint-Eustache. On a beau faire tout ce qu'on peut pour les aider à trouver un logement, c'est extrêmement difficile. Et on prend la route avec la popote roulante. Bonne fête, madame! Oh, merci beaucoup, c'est déjà dit. En entrevue, je reçois Patrick Kearney, co-signataire de la lettre ouverte pour la souveraineté de notre culture. En fin de journée, dans les profits qui s'en vont à une compagnie multimilliardaire, vous l'avez bien dit, américaine. Je m'entretiens également avec Laurence Guénette, qui nous parle du projet de loi 93 du point de vue de la Ligue des droits et libertés. C'est un affront qui est absolument intolérable. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous propose un reportage sur le défi Fat Bike au profit du Club des petits déjeuners. S'assurer qu'aucun enfant débute la journée avec un ventre vide. On croit que c'est un droit pour chaque enfant de développer son plein potentiel. Bienvenue à Accès local. Mercredi 26 mars 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, il y a de nouveaux logements pour personnes en difficulté qui ont été inaugurés lundi à Saint-Eustache. Vous étiez sur place. Oui Claude, ce sont 18 logements pour des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir et pour des jeunes en difficulté qui ont été inaugurés sur la rue Rochon à Saint-Eustache. C'est un projet des ressources communautaires ACJ+, qui sont bien établis à Saint-Eustache et qui offrent déjà plusieurs services là, dans la région. Comment ils sont répartis, ces logements-là? Les 18 logements sont répartis dans 2 bâtiments pour 2 ressources différentes. La grande nouveauté, c'est le 12 Studio, une extension du service Autour de toi déjà offert par l'organisme qui offre un service de soutien résidentiel et d'accompagnement pour les personnes en situation d'itinérance. On écoute à ce sujet Marie-Claude Renaud, qui est directrice générale des ressources ACJ+. On a parti ça en 2015, fait que les premières années, ça a été super bien. On trouvait des logements, on pouvait suivre les gens. Puis est arrivée la pénurie des logements. Puis là, ben, on a beau faire tout ce qu'on peut pour les aider à trouver un logement, c'est extrêmement difficile. Donc, les intervenants qui se butaient à cette réalité-là nous ont exprimé leurs besoins par rapport au fait qu'il y avait beau essayer, ils ne trouvaient pas. De là est venue l'idée de créer une nouvelle ressource en logement pour les personnes en situation d'itinérance qui s'ajoute à l'hébergement d'urgence d'ACJ+, le répit de la rue qui permet des séjours d'1 mois pour des personnes dans le besoin. Et le 12 Studio, c'est comme ça que ça s'appelle, permet des séjours de combien de temps? C'est de l'hébergement transitoire, donc pour une période de 2 ans durant laquelle le résident recevra du soutien et suivra un parcours de réinsertion sociale. Les locataires qui ont été accueillis durant la semaine du 5 mars profitent du programme du supplément au loyer. Donc, ça veut dire qu'ils ont à débourser 300 $ environ par mois pour se loger avec tous les équipements compris. Pour Mme Renaud, il était très important que chaque personne puisse avoir son propre espace de vie et avoir sa propre chambre. Elle nous parle un peu de la façon dont ont été pensées les installations. Et on a développé un super beau concept, c'est-à-dire que même si c'est petit, chaque studio a sa cuisinette, a sa salle de bain privée, mais ce qui est beau, c'est que les plafonds sont hauts, puis c'est très fenestré, ce qui procure on dirait une espèce d'effet de légèreté, plutôt que de dire, ben je rentre dans mon studio. Il y a des espaces communs aussi, la cuisine et le salon, qui seront des lieux d'activité et d'ateliers pour les résidents. Et quelle sera l'utilisation des 6 autres logements qui ont été inaugurés lundi? Ils font partie de la toute nouvelle maison d'hébergement du Préfixe qui s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes vivant des difficultés familiales. Du soutien et de l'accompagnement personnalisé sont aussi offerts à ces jeunes pour une période de 3 mois. C'est un service qui existait déjà sur le même terrain, mais la maison a été démolie pour faire place au 12 Studio. La maison du Préfixe a donc déménagé temporairement durant 1 an et demi. Elle a été reconstruite juste à côté du 12 Studio. Pour Mme Renaud, c'était l'occasion de reconstruire en mieux. On a vraiment dessiné le projet en fonction de ce qu'on connaît de la réalité. Là, on a vraiment choisi la grandeur des bureaux, l'espace qu'on avait besoin. Il y a une entrée pour les employés, mais aussi pour les parents. Les hébergés ont leur propre entrée. Il y a une très grande cuisine, air ouverte avec le salon. Donc, l'espace de vie est convivial, est agréable. Puis, chaque jeune a sa propre chambre, ce qui est nouveau. Puis, ça fait toute la différence.
C'est un projet, Clara, qui a été confronté à certains défis. Oui, Claude, à cause de ralentissements administratifs, entre autres, le coût du projet, lui, s'élève à 7,82 millions de dollars. Le gouvernement provincial a avancé 2,2 millions de dollars pour ce projet par le biais de la Société d'habitation du Québec et du programme d'habitation abordable, un programme qui a été vastement critiqué pour sa lenteur. De son côté, la Ville de Saint-Eustache a contribué à hauteur de 880 000 dollars pour la mise en place de ces services. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la semaine des popotes roulantes. À plus tard, Claude. L'équipe féminine de basketball des Cheminots du Cégep de Saint-Jérôme a complété une saison régulière parfaite en Division 3 en remportant son dernier match contre les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal le 21 mars dernier. Avec une marque finale de 79-37, l'équipe dirigée par l'entraîneur-chef Sébastien Gagnon conclut sa saison avec une fiche de 16 victoires en 16 matchs. Les Cheminots tenteront maintenant de poursuivre sur cette lancée lors des séries éliminatoires qui se dérouleront au Cégep de Saint-Jérôme et au Collège Jean de Brébeuf les 4, 5 et 6 avril. L'objectif de la formation jéromienne est de retrouver sa place en Division 2 pour la saison 2025-2026. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides procède actuellement à la formation de son conseil d'administration d'établissement. L'institution est à la recherche de personnes issues de différents domaines et profils pour contribuer à l'amélioration des soins de santé et des services sociaux offerts dans la région des Laurentides. Il est possible d'envoyer sa candidature jusqu'au 7 avril prochain. L'entrée en fonction est prévue pour l'été 2025. La culture américaine, on le sait, se fait résolument envahissante sur les plateformes réservées à la musique et au cinéma. Voilà que le secteur des arts de la scène subit désormais un sort similaire. J'en discute avec Patrick Kearney, qui est directeur général du regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants du Québec, connu sous le nom de Refrain. Monsieur Kearney, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec Tania Contoyani, qui est la présidente de l'UDA, François Colbert, titulaire de la chaire de gestion des arts à l'École des HEC de Montréal, vous avez co-signé, publié une lettre ouverte sous le titre « Pour la souveraineté de notre culture » dans laquelle vous dénoncez, là j'essaye de résumer ça, là, la mainmise d'une entreprise multimilliardaire américaine sur le monde des arts de la scène. Alors, brossez-nous rapidement le portrait de la situation. Ben, en fait, nous, ce qu'on effectivement dénonce actuellement, Evenco, que les gens connaissent, là, qui est une entreprise du groupe CH, qui gère toute la portion de divertissement, donc les spectacles au Centre Bell, à la Place Bell, MTLUS, etc. Cette entité-là appartient maintenant à 49 % aux Américains. Ça, depuis plusieurs années. Dans cet écosystème-là de ce qu'ils gèrent comme entreprise, ils gèrent plusieurs festivals. Ils gèrent Oshéaga, Lasso, mais aussi des entités comme les Franco, le Jazz, Montréal en Lumière. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans un contexte où les gouvernements nous disent on doit maintenant encourager Québécois, Canadiens, qu'on va à l'épicerie maintenant, tout le monde regarde la provenance. Et on a dit, pourquoi nous, ici, on donne des subventions à cette co-entreprise-là? Je comprends qu'elle est canadienne à 51 %, mais il y a 49 % de ces subsides-là, en fin de journée, dans les profits qui s'en vont à une compagnie multimilliardaire, vous l'avez bien dit, américaine. Ça, ce fameux 49 %, ça, c'est un seuil stratégique là, pour l'entreprise. Expliquez-nous comment ça fonctionne. En fait, ça permet de face aux subventionneurs, face au gouvernement, pour aller chercher de l'argent, de dire, on est en entreprise majoritairement canadienne, québécoise. Les gens comprendront qu'à 51, c'est presque limite. Là. Oui, c'est ça. Absolument. Et cette entreprise-là, c'est Live Nation. Exact. C'est ça. Elle ne reçoit pas de subventions directement des gouvernements, mais elle en bénéficie. C'est ça que vous dénoncez? Par exemple, si on prend un budget comme Oshéaga, donc qui bénéficie, mettons, d'un montant des subventions fédérales, provinciales et municipales pour tenir son festival à l'île Sainte-Hélène. L'entité reçoit ces sous-là, elle établit un budget. En fin de journée, Oshéaga, c'est une entreprise rentable. Donc, il y a des profits qui sont partagés, mais il y a une portion de 49 % de ces profits-là qui s'en vont clairement à Live Nation. Et en plus, les systèmes de billetterie qui sont utilisés par toutes ces entités-là et toutes les salles appartenant au groupe, c'est Ticketmaster. Ticketmaster, c'est une entreprise à 100 % qui appartient à Live Nation. Et puis Live Nation qui gère la carrière de beaucoup d'artistes américains aussi, qui en profitent aussi. Oui, absolument. Ils ont comme un pool, si on peut dire, d'artistes auxquels ils voient la carrière, tout ça, ce qui est en somme toute correct, mais ça fait aussi qu'il y a des salles indépendantes qui ont aussi émis une lettre où il y a une concentration de pouvoir aux mains d'un joueur qui est résolument américain.
c'est aussi inquiétant dans un contexte de souveraineté culturelle. Puis avec tout ce que nos amis américains, peut-être plus amis autant qu'avant, nous font subir. C'est d'autant plus inquiétant. Vous avez, clairement, donc, exposé la situation via cette publication-là. Quelle est la réponse que vous souhaitez maintenant là, de la part des gouvernements et des organismes subventionneurs? Oui, certains cabinets m'ont demandé en disant « Qu'est-ce que tu veux, Patrick? Ouais. » Nous, on veut la fin de cette aide financière-là à cette co-entreprise-là, tant qu'elle sera américaine. En fait, nous, on veut pas que le Jazz, les Franco ou Osheaga tombent. C'est pas du tout ça. Parce qu'on comprend que ça a des retombées économiques importantes. Oui. Osheaga, c'est plus de 60 % de touristes étrangers. Donc, ils consomment ici, ils couchent ici. Mais ce qu'on dit, si c'est je pense que le gouvernement actuellement, il n'est pas en train de financer des entreprises américaines au Québec. Il donne des sous à des entreprises québécoises qui sont impactées. Fait que nous, on dit, faut que les babines suivent les bottines là, dans ce cadre-là. Fait que nous, c'est un des souhaits, là, c'est qu'on encourage les entreprises et les OBNL 100% Ça reste une question très délicate. Tout à fait. En terminant, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question sur le budget qui a été déposé hier et qui, semble-t-il, profiterait à la culture. C'est bon pour les festivals? Absolument. Là, je pense qu'il faut donner à César ce qui appartient à César, mais je pense que le ministre de la Culture a vraiment travaillé fort dans un contexte, on le sait, budgétaire excessivement difficile où on se doutait que l'économie serait... On donnerait beaucoup plus de chance à l'économie. Mais je pense qu'ils ont vu en la culture, un objectif aussi de maintenir cette souveraineté culturelle-là. Fait que, absolument, là, tant au tourisme qu'à la culture, là, c'est des bonnes nouvelles là, pour les festivals, entre autres. Patrick Kearney, directeur général du Refrain, merci beaucoup d'avoir été là. La Ville de Saint-Jérôme invite les citoyennes et les citoyens à prendre part à une série d'exercices de participation publique dans le cadre de la refonte de sa politique culturelle et patrimoniale. Ces rencontres seront l'occasion d'exprimer leur vision de la culture et du patrimoine à Saint-Jérôme afin de façonner une politique à l'image de la communauté. Les ateliers se tiendront de 18h à 21h dans différents secteurs de la ville, les 9, 16, 23 et 30 avril. La Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et ses 5 ailes locales, soit Blainville, Boisbriand, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse, lancent simultanément la 5e édition de leur campagne d'achat local qui se poursuivent jusqu'au 15 avril dans près de 125 commerces participants. Ces campagnes ont pour but de faire la promotion des commerces de proximité et de stimuler l'achat local. Il est possible de se procurer des bons d'achat de 20 $ en ligne dès maintenant. Ils seront bonifiés de 10 $ par les villes participantes pour une valeur totale de 30 $. Le défi Fat Bike, c'est un événement qui se tenait à Saint-Jérôme la semaine dernière au profit du Club des petits déjeuners. Et Maude Pilon-Bernier nous a préparé ce qui suit. Pourquoi, justement, est-ce qu'on s'affilie pour le Club des petits déjeuners à un événement d'activité physique comme le Fat Bike? La mission première du club, c'est de s'assurer qu'aucun enfant débute la journée avec un ventre vide. On croit que c'est un droit pour chaque enfant de développer son plein potentiel. Mais depuis 30 ans, la raison qu'on est encore présent, malgré évidemment tout ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, là, pandémie, crise économique, etc., c'est à cause de personnes comme Robert, qui est un idéateur, qui a une idée et qui dit, écoute, tu fais déjà une activité, mais j'ai dit avec la gang, on pourrait contribuer. Et c'est grâce à Robert et des gens qui sont ici aujourd'hui que l'on peut, depuis 30 ans, s'assurer, parce que ce dont on est le plus fier depuis 30 ans, c'est lorsqu'on ouvre un programme de petits déjeuners, il y en a plus de 500 au Québec, il y a 87 000 enfants qui sont rejoints dans la région des Laurentides, près de 4 000, c'est grâce à eux. C'est qu'on s'est jamais désengagé depuis 30 ans, c'est parce qu'il y a des gens extraordinaires comme tous ceux que vous allez côtoyer aujourd'hui qui participent, qui contribuent. Quand on a commencé la première année, on s'était dit, si on ramasse 2 500 $, on va être content. La première année, nous avons ramassé plus de 22 500 $. La deuxième année, 50 000 $. L'année passée, 68 000 $. Et cette année, on vise 75 000 $. Alors, c'est plus de 118 participants aujourd'hui. Notre événement croît en notoriété, amène des sportifs, amène une belle communauté à contribuer à une cause. Ça, c'est extraordinaire. On sent l'appui des gens. On sent l'appui des sportifs, on sent l'appui du Gay Luron. Il ne faut pas négliger ici. Le centre Gay Luron est un centre extraordinaire de plein air. Alors, ils nous supportent aussi. Alors, on est bien heureux d'être là aujourd'hui. On est une entreprise locale des Bases-Laurentides. C'est un événement que c'est pas la première année qu'on fait affaire avec eux, qu'on vient participer en tant que participant, puis en tant également que, je ne serais pas bénévole, mais en tant qu'entreprise qui va s'impliquer dans leur projet.
C'est une cause qui nous tient à cœur là, de soutenir les petits déjeuners. Puis on est amateur de vélo, de fat bike, c'est qu'on s'est dit pourquoi pas encore participer à ça cette année. Là. On est des amateurs, on fait pas nécessairement de la course, on a déjà fait par le passé tous les deux. Présentement, on va faire du vélo entre amis, en famille et ainsi de suite. Puis aujourd'hui, ça donne l'occasion de le faire avec toute la communauté du vélo. En fait, c'est une entreprise familiale, c'est qui est possédée par notre père et notre mère. C'est une entreprise qui est implantée dans les Basses-Laurentides depuis des années. Ça a débuté avec un atelier mobile, c'est que circuler directement chez les personnes pour réparer leur vélo été comme hiver. Par la suite, ils ont fondé une boutique, puis une deuxième boutique. Puis avec ces boutiques-là, on peut desservir vraiment la clientèle encore mieux. Puis l'atelier mobile est encore là. Puis on s'implique beaucoup parce qu'on s'entend bien dans notre famille, c'est on tient à cœur à notre entreprise, puis on veut que ça perdure au fil des années. Ça fait 25 ans qu'on est en affaires. Ça fait déjà, je pense, c'est la 4e année qu'Espresso Sport est impliqué avec le défi Fat Bike. Puis nécessairement, on se targue de des bâtisseurs de communauté chez nous, puis un événement comme celui d'aujourd'hui, avec la cause qui supporte, je pense que c'est comme ça qu'on bâtit des communautés. Donc, c'est important pour nous autres d'être là pour ces raisons-là, entre autres. Tous les participantes aujourd'hui, c'est extraordinaire, mais ce sont aussi toutes des ambassadeurs, des ambassadrices qui, demain matin, vont parler du club, vont parler de l'événement, vont parler de la cause. Et ce qui fait en sorte qu'on a de plus en plus de gens qui supportent, évidemment. Et ce qui est formidable, c'est ce que j'appelle de l'inconnu à l'inconnu. Ces gens-là vont s'assurer de contribuer à la qualité de vie d'enfants qu'ils ne connaissent pas. Les enfants ne les connaissent pas. Alors, j'ai toujours dit qu'une vie n'est jamais pleinement vécue sans un don de soi. Et on le voit tellement aujourd'hui, puis c'est ce qui est extraordinaire. Ce que ça a fait d'avoir des gens fidèles, loyaux comme ça fait en sorte qu'on ne s'est jamais désengagé. C'est évident qu'il y a encore 185 000 enfants au Québec qui pourraient avoir accès à un programme. Mais pour le moment, pour cette année, et on sait ce qui est à l'horizon, c'est d'être là pour les enfants puis de s'assurer qu'on continue au programme. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, les plateformes vont être ouvertes pour l'inscription 2026. La date sera idéalement celle du 21 mars ou 22 mars l'année prochaine pour une 5e édition qu'on espère encore avec plus de succès. Puis on remercie évidemment les médias, on remercie la communauté de nous supporter puis de nous donner une belle visibilité. C'est important. Ça donne une fierté à tous les bénévoles qui travaillent dans l'ombre puis qui s'impliquent à tous les jours puis à toutes les semaines pour créer cet événement-là. Du plein air, du fat bike et une superbe cause avec le Club des petits déjeuners. Je vous invite à participer l'année prochaine au défi Fight Bike au centre du Quai-Luron. La Ligue des droits et libertés s'oppose, elle aussi, au projet de loi 93 qui forcerait la ville de Blainville à se départir d'un terrain à haute valeur écologique au profit de l'entreprise Stablex, spécialisée dans le traitement et l'enfouissement de matières résiduelles dangereuses. Avec nous pour en parler, je reçois Laurence Guénette, qui est coordonnatrice de l'organisme. Bonsoir, Madame Guénette. Bonsoir, Monsieur Desjardins. Il y a 9 mémoires qui ont été déposées la semaine dernière lors des consultations particulières et des auditions publiques qui se sont tenues à l'Assemblée nationale à propos de ce projet de loi-là. À la lumière de ce que vous avez vu et entendu avant, pendant et après ces consultations-là, quelle est votre lecture du dossier et quelle est la position que vous adoptez? Oui, en fait, avant que les consultations surviennent, il y a quelques semaines, quelques jours à peine avant le projet de loi 93, il y a quand même un historique de mobilisation citoyenne qui remonte à plusieurs années, de s'opposer au projet, de faire des tâches aussi d'échantillonnage citoyen, de tenter d'aller influencer les décisions d'abord de la ville de Blainville, puis là maintenant, même la ville se retrouve devant un projet de loi pour forcer ce projet-là. Donc, notre analyse, en fait, nous, on part toujours du cadrage des droits humains, des droits et libertés, et on travaille beaucoup sur le droit à un environnement sain, qui comporte notamment toutes les dimensions techniques qu'on peut s'imaginer, donc l'environnement tangible, le sol, l'air, mais nous, à la Ligue des droits et libertés, ce sont plutôt les dimensions de la démocratie qui nous intéressent de façon très approfondie. Donc, le projet de loi 93, en ce moment, et l'ensemble du dossier Stablex tel qu'il est en train de se dérouler en ce moment, c'est une violation directe au principe démocratique du droit à un environnement sain. On est extrêmement préoccupé par la menace qui plane là, du bâillon d'un jour à l'autre pour forcer l'adoption du projet de loi. Le droit à un environnement sain, le droit à la santé sont des droits qui sont reconnus par le gouvernement du Québec. Ce que vous faites d'ailleurs un devoir de rappeler. De quelle façon le gouvernement est-il lié à cette reconnaissance? En fait, le droit à un environnement sain, il est énoncé dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Il est reconnu
reconnu maintenant aussi au niveau fédéral dans la loi canadienne sur la protection de l'environnement, mais il manque un peu de poigne là, dans l'état actuel du droit. Ouais. Mais par contre, sur le plan du droit international des droits de la personne, il y a la reconnaissance que le droit à un environnement sain est essentiel pour que les autres droits puissent être aussi respectés. Donc, on parle du droit à la santé, mais aussi le droit au logement et une foule d'autres droits. Cette reconnaissance-là, elle n'est plus remise en cause maintenant dans le cadre international. Il y a des conventions comme la Convention d'Aarhus qui reconnaît les dimensions démocratiques de ce droit-là, qui n'ont pas été ratifiées encore par le Canada et le Québec, mais c'est vraiment au niveau international un droit, surtout avec l'urgence climatique, les crises environnementales qu'on connaît, là, un droit qui est vraiment reconnu et consacré maintenant. Voilà. Vous dites que le gouvernement n'agit pas dans le respect des 3 piliers démocratiques reconnus. Expliquez-nous ce que ça veut dire, ça. En fait, c'est 3 piliers sur lesquels peut reposer le droit à un environnement sain. Si ces 3 piliers-là sont pas là, pas mal difficile de l'exercer pleinement en tant que population, en tant que citoyen. Un pilier, c'est l'accès à l'information. Là, dans le cas de Stablex, on a vu aussi beaucoup d'efforts citoyens pour aller chercher l'information. On a vu plus récemment des refus du ministère de partager l'information sur le milieu environnemental qui serait affecté par le projet. Donc, c'est un enjeu aussi d'accès à l'information. L'autre pilier, c'est la participation des populations aux prises de décision. Donc, que les populations aient une réelle possibilité de se prononcer pour ou même contre un projet et que les consultations aient ultimement une incidence sur la décision qui va être prise. Et finalement, le 3e pilier sur lequel repose ce droit, c'est l'accès à la justice en matière d'environnement. Et là, dans le projet de loi 93, on retrouve des clauses qui vont bloquer les recours judiciaires que les citoyens ou les groupes pourraient avoir en temps normal pour freiner un projet et demander qu'il soit évalué par les tribunaux. Donc, on est vraiment dans une situation où les 3 piliers démocratiques sont ébranlés, en fait. On est aussi dans une situation où, même parmi les opposants au projet de loi 93, il y a des gens qui reconnaissent tout de même que ce que Stablex fait est absolument nécessaire. Conséquemment, la compagnie brandit la menace d'un possible bris de service là, si on ne l'autorise pas à aller de l'avant. Donc, si ça s'avérait ça, il y aurait quand même un enjeu de santé, là, de droit à la santé, non? C'est sûr que, d'une part, il faut se rappeler que la majorité des déchets toxiques qui sont enfouis actuellement sur les sites et dans la prochaine cellule que Stablex souhaite construire proviennent des États-Unis. Donc, il y a lieu aussi de réévaluer pourquoi on enfouirait les déchets toxiques de d'autres États. Donc, c'est tout un débat qui est en ce moment. C'est ce que le BAP suggérait aussi, qu'on réexamine tout ça. Là, manifestement, tout indique que ce projet de loi-là va être adopté peut-être sous bâillon, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et qu'on va commencer à couper des arbres très bientôt dans la grande tourbière de Blainville. Je vais vous demander très rapidement, là, en terminant, quel est votre sentiment par rapport à cette éventualité-là? C'est un affront qui est absolument intolérable à l'époque actuelle. J'invite tout le monde à aller voir la pétition qui a été initiée par l'organisme Au Secours hier, qui est aussi une initiative de plusieurs organisations et qui demande qu'on bloque ce projet de loi-là et qu'on ait une étude plus approfondie sur l'enfouissement des déchets. Laurence Guénette, coordonnatrice à la Ligue des droits et libertés, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Cette semaine, en fait du 23 au 29 mars, c'est la semaine des popotes roulantes partout au Québec. Vous avez pris la route pour aller expérimenter la chose. Oui, Claude. Le thème de cette semaine, cette année, c'est proximité et soutien des ingrédients essentiels pour un filet social solide. J'ai décidé de suivre un bénévole dans sa tournée pour voir comment ça se passe sur le terrain. Je vais découvrir ça dans notre reportage de ce soir. J'ai commencé en 2006, si je me rappelle bien. Et depuis ce temps-là que j'ai aimé ça. J'ai venu remplacer quelqu'un dans le fond. Parce qu'elle était pas capable d'y aller. J'ai commencé comme ça. J'aime bien aider les personnes âgées et la popote roulante, ça fait mon affaire. Je les rencontre tout le monde au moins 2 fois semaine. J'arrive ici, je commence à dire bonjour à tout le monde, premièrement. Je suis le gars à dire ça, là, parce qu'on a une belle équipe, ça fait que j'aime bien les entretenir un peu. Après ça, je prends ma commande pour aller chercher mes repas pour les usagers. Puis là, quand j'arrive sur les usagers, moi, je suis bien heureux. C'est là où je suis comme un poisson dans l'eau, comme on dit. Là, présentement, on est chez le fleuriste. OK? Sur la rue de Bourg-la-Belle. Puis j'ai venu chercher 2 roses parce que c'est des anniversaires de nos usagers. Des fois, c'est des hommes, des fois, c'est des madames. Mais ils sont très fiers de recevoir une rose. Alors, c'est le grand plaisir que j'ai pour moi aussi de le donner.
Bonjour, madame. Bonjour. C'est votre fête aujourd'hui. Oui, c'est ma fête aujourd'hui. Alors, je vous donne une belle rose pour votre fête. Oh, ben merci. Et je vais vous chanter une petite chanson en plus. Oh, ben c'est merveilleux. Une fleur sur ton cœur, des bisous sur tes joues, un sourire pour te dire joyeux anniversaire. Bonne fête, madame! Oh, merci beaucoup, vous êtes bien gentil. Ça fait partie de nos 2 services les plus populaires là, au niveau du Centre d'action bénévole Solange-Beauchamp. On a l'accompagnement transport communautaire et médical et la popote roulante, c'est vraiment nos 2 services les plus demandés. Dans le fond, pour la popote roulante, c'est un service qui est offert pour les gens de 65 ans et plus habitant sur la MRC Thérèse de Blainville et on n'a aucun critère financier. Donc, n'importe qui veut avoir accès à de la popote roulante fait la demande, nous contacte ici et il n'y a pas d'entente de service du fait que les gens sont obligés d'en prendre pendant X nombre de semaines à tous les jours. C'est vraiment selon ce que le client a besoin d'avoir. C'est un repas frais. Ils doivent le faire chauffer au four micro-ondes, mais ils ont une entrée, un repas principal et un dessert. Et c'est le Resto Pop qui est notre fournisseur officiel. Dans les Laurentides, on est plus de 8 organismes qui offrent le service de livraison de la popote roulante, ce qui est quand même un beau service parce qu'on a plus de, je vous dirais, là, c'est entre 100 à 140 repas par jour qui peuvent être livrés là, chez nos aînés de la MRC. Il reste toujours le fait que ce qui me dérange un peu, c'est que mettons, ça fait 4 ans que je vais là à la même place, puis la personne décède ou là, ça vient me chercher un peu. C'est dérangeant ce côté-là, mais je suis très fier de l'avoir servi pendant 4-5 ans, par exemple. J'ai connu une madame qui est allée 5 ans, puis à un moment donné, elle restait dans un triplex, puis ça appartenait à son fils. Puis son fils, à un moment donné, a dit « Moi, je prends ma retraite, puis je m'en vais dans le Nord, maman. Il faudrait que je te place. » Elle avait à peu près, dans ce temps-là, 95, 96. Puis elle avait placé au Boisé, ici, à Sainte-Thérèse, dans ce coin-là. Puis elle est morte à 104 ans. Et j'étais allé la voir souvent durant l'année, la période, parce qu'elle me disait toujours « Moi, je ferais dépasser jamais à 100 ans. » Je trouvais ça merveilleux. Moi, ça m'a toujours resté, parce que elle était fine, elle était bien fine. Elle parlait, puis elle avait encore toute sa tête, etc. C'était le fun. Ça leur manque toujours. Honnêtement, on a vraiment une offre qui est toujours avec des nouvelles demandes et on n'a pas de liste d'attente. Donc, c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on est vraiment capable, en collaboration avec le Resto Pop, d'arriver et de dire on aurait besoin d'avoir 3 ou 4 repas de plus demain ou après-demain. Puis ça fonctionne toujours vraiment bien là, pour la distribution. La formule gagnante, c'est vraiment un amalgame de plein d'organismes, de gens qui se mettent en place pour faire partie d'un filet social pour soutenir ces gens-là qui ont besoin de manger, qui est un besoin de base dans la vie. Donc, on s'assure que ces gens-là aient au moins un repas équilibré par jour. Et on a mis aussi en place là, par rapport à la popote roulante aussi, c'est un besoin pour des gens qui ne sont pas dans notre clientèle habituelle, qui n'ont pas 65 ans et plus, donc pour une clientèle adulte, soit qu'ils sont justement, qui peuvent avoir une opération, que c'est un moment, c'est temporaire comme offre. On peut leur offrir de la popote surgelée, entre autres. Pour une maman qui vient d'accoucher, qui est prise à la maison, qui a la difficulté, qui ne peut pas sortir suite à des complications, elle peut nous appeler, on peut aussi aller lui livrer de la nourriture. Fait qu'on a toujours cette responsabilité civile-là de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place selon les besoins, puis on se rend compte que de plus en plus de besoins dans la communauté avec le coût de la vie qui coûte très cher. Ce sont des repas qui sont équilibrés, qui sont bons, qui sont frais et qui sont à moindre coût aussi. Moi, j'ai travaillé pour le fédéral pendant 30 ans, puis j'ai été un peu un spécialiste du contrôle de la rage. J'ai fait ça, j'ai fait l'exportation, j'ai fait l'import, etc. Pendant 30 ans, j'ai adoré ça. J'ai fait quasiment le tour du Québec. C'est pour ça que j'ai resté encore avec les gens, que je m'étais dit 2 ans avant de prendre ma retraite, moi, je vais m'occuper des personnes âgées. Ils ont trop de misère. Si je peux les aider, je vais le faire. Et depuis ce temps-là que je le fais. Ça fait, comme je te disais tout à l'heure, ça fait 18 ans que je suis là. Et comme président, bien, ça fait, tu vois, j'ai mis en 2014. Ça fait quand même plusieurs années que je suis président encore. Mais tant aussi longtemps que je pourrais les aider, bravo, bravo. Tu sais, quand je vais garder ma santé autant que possible, parfait, parfait. J'aime ça. Au Centre d'action bénévole Solange-Beauchamp, les services de la popote roulante sont disponibles du lundi au jeudi. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur leur site Internet. Merci Clara, on se revoit demain. Au revoir Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Ma banlieue suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de la programmation sur le tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.
Bye!